Nitala. L'hôpital n'est pas gratuit ici. Ici même, voire même, il y a des hôpitaux de riches et de pauvres. Si tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas droit aux soins, aux bons soins. Donc on va te donner seulement des médicaments là qui va vraiment te calmer un peu là. Et après, ça va encore arriver grave, alors c'est la mort. Donc là-bas dans l'hôpital de riches, là, ici, si tu donnes l'argent, on te met bien avec des climatiseurs, avec des médicaments, à manger, tout et tout et tout. Une fois, je t'ai accompagné ma petite soeur à l'hôpital pour accoucher. On était là. Entre-temps, on a vu une maman qui était venue là avec la douleur pour mettre au monde. Et la maman, elle manquait que l'argent pour l'anesthésie. Alors l'anesthésiste était là. Lui, il attendait que son argent pour mettre l'anesthésie et le docteur vienne opérer la maman qu'il fallait qu'il mette au monde avec le césarienne. Et la maman n'avait rien comme argent pour donner à l'anesthésiste. Et l'anesthésiste lui a donné le dos, il est parti parce que la maman n'avait pas l'argent. La maman restait là en train de pleurer, elle pleure jusqu'à ce que la maman est morte. C'est ce qui amène que beaucoup de gens préfèrent aller au niveau de la médecine traditionnelle pour se soigner. Et hier seulement, on m'a annoncé que quelqu'un qui faisait du palu, il se soignait avec du soufre, avec d'autres plantes médicinales, parce qu'il n'avait pas les moyens pour aller se soigner. Sa famille est un peu loin, il est venu ici pour chercher de l'argent, il n'a pas eu et il est mort comme ça. Le Burkina avait commencé son programme d'ajustement structurel avant d'avoir des vrais problèmes. Et je me souviens de conversations que j'avais eues avec le ministre des Finances du Burkina à l'époque, Madame Bintou Sanogo, qui disait « Moi, je veux rentrer à l'hôpital sur mes deux pieds. Je ne veux pas attendre d'être sur une civière parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas me défendre. » Et très souvent, ce qui s'est passé dans les programmes d'ajustement structurel, c'est que les pays sont arrivés à ces programmes au moment où ils étaient exsangues. Ils n'avaient absolument aucune marge de manœuvre. Et donc, il a fallu faire un petit peu une intervention assez radicale. Et je dis souvent, les programmes d'ajustement structurel ont commencé quand la maison était en feu. On a fait venir les pompiers, et les pompiers, quand ils arrêtent un feu, ils font beaucoup de dégâts. L'audit, c'est pour ce qui était passé. Oui. Mais pour ce qu'on emprunte aujourd'hui, quelle est la solution? Et je crois qu'aujourd'hui, si le Congo s'affirme par sa souveraineté, je crois qu'on peut avoir beaucoup d'argent pour construire notre pays. On n'a pas besoin des emprunts. Hein. On n'a pas trop besoin des emprunts. Ouais, nous sommes peut-être le 4e pays producteur du pétrole en Afrique. Le 4e. Si on prend ça avec l'argent du bois et avec les impôts que paient les entreprises qui sont installées ici, avec les impôts que paient les citoyens sur l'argent, on peut trouver de l'argent pour gérer notre économie. Hein. C'est ça le problème. Je pense qu'il y a plusieurs mesures importantes à prendre. Il y a d'abord une mesure de protection des pays débiteurs. Il faut que les pays pauvres, quand ils ne peuvent pas rembourser davantage, parce que ça met en péril leurs dépenses sociales, il y ait un tribunal international de la dette qui mette un frein au remboursement. La deuxième chose, c'est qu'il faut responsabiliser les prêteurs. Le prêteur qui accorde un financement à un régime dont il sait pertinemment qu'il va l'utiliser soit pour acheter des armes, soit pour sa famille, eh bien le prêteur doit être tenu responsable. Il faut des règles du jeu. La troisième chose, c'est la transparence. C'est-à-dire que les prêts qui sont contractés, les contrats pétroliers qui sont contractés, ils doivent faire l'objet d'un débat au Parlement, d'une publication pour que la société civile puisse donner son avis. Et là-dedans, nous pensons que les pays occidentaux ont une responsabilité importante, parce qu'il faut la transparence là-bas, mais il faut aussi exiger la transparence de nos propres entreprises. Et ça, nous en avons tout à fait les moyens. Il suffit que, dans la comptabilité des entreprises, on exige une présentation des comptes de l'entreprise pays par pays. Leur
développement économique a stagné aussi en raison d'absence de contre-pouvoir. C'est-à-dire un président qui décide d'abord comment ça se passe. Il décide d'abord de devenir président en vie. C'est-à-dire on modifie la Constitution et vous trouvez en France des avocats pour les conseiller. Vous trouvez en France des professeurs de droit pour faire le travail. Sans honte. Ils sont fiers. Ils mettront sur leur carte de visite conseiller de tel président. Et en fait, ils sont complices. Ils sont complices de détournement de biens publics. Et bien plus grave que ça, parce que par l'absence de bonne gouvernance, c'est aussi des enfants qui meurent de faim, c'est la misère. Donc ça, c'est très honteux. Cette dette, à qui elle a servi? C'est une dette qui a servi à certains dirigeants du Congo. Et on a retrouvé de l'argent en Suisse. Tout le monde sait ça. Jusqu'à ce que même la Suisse nous a dit non, le gouvernement congolais a déposé sa plainte en retard, un problème de prescription. Donc l'argent volé au Congo par les dictateurs se trouve en Suisse, mais cet argent, on doit rendre ça à sa famille parce que le gouvernement congolais n'a pas réclamé. Mais nous savons qu'à l'époque, Laurent Désiré Kabila avait réclamé cet argent. Et donc il ne fallait pas que la communauté internationale attende qu'actuellement le gouvernement congolais aille réclamer seulement. Parce que nous avons ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies contre la corruption, où les États, les justices au niveau international doivent aider le pays qui est en difficulté pour sa justice. En toute logique économique, le FMI et la Banque mondiale auraient dû couper les crédits à Mobutu déjà dans les années 70, s'ils avaient obéi à une pure logique institutionnelle économique, ils auraient coupé les crédits à un régime qui pratiquait une telle gabegie, une telle corruption, qui était dénoncée d'ailleurs par leurs propres experts, par l'expert Blumenthal, qui était représentant résident de la Banque mondiale à Kinshasa dans les années 70, qui a publié un rapport extrêmement précis dénonçant la corruption et les détournements de fonds et concluant que cet argent ne sera, on devait perdre tout espoir de voir jamais cet argent être remboursé par un régime qui pratiquait un tel degré de corruption. Donc, en toute logique économique, la Banque mondiale aurait dû à ce moment-là tenir compte des conclusions de son propre expert et stopper les crédits. Le FMI n'obéissait pas à une logique économique, il obéissait à une logique politique du temps de la guerre froide, qui était qu'il fallait soutenir Mobutu, et les crédits ont continué jusque les années 90, donc la fin de la guerre froide. Le fait de continuer à alimenter le Congo de Mobutu, alors que sa folie de grandeur était connue et visible, était irresponsable, je crois qu'on peut le dire haut et fort. Et là, je pense que nous avons fait des progrès. Je pense qu'aujourd'hui, la Banque mondiale, elle ne fait plus cela. Ça, c'était avant que la Banque mondiale n'introduise une politique anticorruption. Et la politique anticorruption de la Banque mondiale, elle marche bien à ce plan-là, à ce niveau-là. L'une des sources de l'enrichissement de Mobutu, c'était le détournement de l'aide internationale et les prélèvements sur ces sommes qui étaient prêtées à son pays. Résultat, lorsqu'il a quitté le pouvoir en 1977, le montant de la dette du Zaïre de l'époque était de 7 milliards de dollars et le montant estimé de la fortune de Mobutu était de 7 milliards de dollars aussi. Cherchez le lien. Donc il y a évidemment, cette dette n'a jamais bénéficié à la population et elle répond tout à fait à la définition de ce qu'on peut appeler une dette odieuse qui ne devrait pas être réclamée à la population en cas de renversement de régime. Seulement, voilà, le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. On a décidé qu'il y avait continuité de l'État et que donc les dettes devaient être honorées. Pourquoi il n'y avait pas eu de suivi? Tous ces projets qu'ils ont fait avec le barrage d'Inga, il y a eu plusieurs projets inachevés. Où est parti cet argent? Normalement, comme au Fonds monétaire international, il y a quelqu'un maintenant qui est très professionnel pour le moment, qui dirige le Fonds monétaire international, ils doivent faire aussi peut-être un petit comité
pour voir un peu où est parti cet argent du Congo. Et ces experts qui demandaient le paiement, parce qu'on envoie toujours des experts pour évaluer le projet, qu'on puisse, s'ils sont encore en vie, qu'on puisse les interpeller. Parce qu'on a toujours l'habitude d'aller juger les gens donc à la haie. Mais qu'on juge aussi les gens qui ont participé au détournement de l'argent au Congo. Et parce que les gens qui ont perdu leur vie par manque, par manque de médicaments, par manque de l'eau potable, par manque d'électricité, par manque des infrastructures, il y en a eu beaucoup. Oh, l'argent a été décaissé. Nous sommes en train de payer aussi les intérêts. Moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on puisse aussi voir où est parti cet argent. Tout d'abord, je suis d'accord avec vous pour dire que la corruption est un problème important partout dans le monde. Et c'est un problème en Afrique. Les Africains seraient les premiers à le reconnaître. Ensuite, c'est que nous sommes une institution qui ne peut pas seule éradiquer la corruption. Nous devons mobiliser tout le monde et les pays eux-mêmes doivent avoir une volonté d'éradiquer la corruption. Maintenant, quand j'ai dit ça, nous devons adopter des attitudes agressives pour aider les pays à gérer le problème de la corruption. Très concrètement, par exemple, mettre en place nos propres systèmes de contrôle, systèmes d'audit, faire que l'information soit accessible au public et que ce public surveille l'activité de leur gouvernement. Par exemple, il y a un an, nous avons accordé 4,7 milliards de dollars pour aider les gouvernements africains à mieux gérer leurs ressources. Nous espérons augmenter cette somme à 1,6 milliard. Ça, c'est un exemple concret. La corruption, elle est réelle, mais elle est assassine à tous les niveaux. Et les populations sont écœurées face aux écarts énormes de richesse entre on se connaît tous, hein. Personne n'est détenteur de capitaux dans nos pays, mais quand vous voyez du jour au lendemain et certains se tailler des villas cossues, envoyer leurs enfants en France, vivre sur une autre planète, et pendant que l'immense majorité de la population ne sait où donner de la tête, et elle est écœurante. Il y a eu des sorties illégales de capitaux par les uns et par les autres. Mais on ne peut pas... Ce que sont ces sorties illégales de capitaux est très, 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 très difficile à appréhender. Parce que c'est bien mal acquis. Il y a certes des fortunes très spectaculaires de quelques chefs d'État ou quelques personnages en vue, mais il y a aussi les comportements de millions d'Africains, j'allais dire, vous et moi. Dans l'effondrement du système bancaire africain tel que les Africains l'ont connu dans les années 80 et 90, le réflexe de tout le monde, c'était sortir son argent. Vous alliez quand même pas laisser... Quand vous étiez un petit qui gagnait, ou une classe moyenne qui gagnait un peu d'argent, vous n'allez quand même pas le laisser dans votre banque qui allait faire faillite et qui allait jamais vous le rendre. Donc tout le monde a sorti de l'argent à Paris, à Londres, etc. Pas seulement les grands escrocs de la planète. Donc identifier à travers les flux de capitaux ce qui sont ces grandes fortunes, je dirais les grands truands, de ce qui est la réaction de survie et de préservation de